Septembre 1993. La poche de Medak, en Croatie. Midi et quart. La voix du capitaine croate grésille dans la radio. Un interprète de l'ONU traduit en anglais. Le ton est assuré, arrogant, celui d'un homme convaincu d'avoir gagné. Vous êtes des casques bleus. Vous ne tirerez pas. Vous reculerez, comme toujours. Cette guerre ne vous concerne pas. Il s'adresse au lieutenant-colonel Jim Calvin, qui commande 875 Canadiens du Princess Patricia's Canadian Light Infantry. Ces hommes sont déployés le long d'une ligne de cessez-le-feu. Armes chargées, ordre clair. En face, les Croates alignent environ 2500 combattants aguerris de la 9e brigade de la garde et des unités de police spéciale. Depuis 6 jours, ils commettent des actes effroyables. Les analystes militaires qualifieront cette opération comme l'une des purifications ethniques les plus méthodiques du conflit. 18 villages serbes rasés. Le bilan civil ne sera jamais établi avec certitude, entre 80 et plus de 200 morts. Les Croates connaissent les casques bleus. Ils connaissent le scénario. Les casques bleus observent, rédigent des rapports, négocient. Ils ne combattent jamais. Ce que le capitaine ignore, c'est que ces Canadiens ont pris une toute autre décision. Cette journée ne se déroulera pas comme ils l'imaginent. En 1993, la guerre d'indépendance croate fait rage depuis plus de 2 ans. Les hostilités ont éclaté en 1991, à la sécession de la Croatie. Un conflit sanglant oppose forces croates et serbes de Croatie, qui contrôlent un tiers du territoire sous le nom de République serbe de Krajina. L'ONU a envoyé des casques bleus début 1992 pour surveiller les lignes de cessez-le-feu. En 1993, plus de 38 000 soldats de 35 pays sont disséminés à travers l'ex-Yougoslavie. Mais la mission souffre de graves failles. Les casques bleus ne peuvent tirer qu'en légitime défense. L'ONU part du principe que toutes les parties joueront le jeu. Postulat désastreux. Chaque fois que les forces onusiennes ont été menacées, elles ont cédé. Reculer, négocier, regarder. En janvier 1993, l'armée croate a attaqué un territoire serbe dans un autre secteur. L'ONU a observé, fait son rapport, et rien n'empêchait. Les Croates en ont tiré une leçon. Les casques bleus sont des spectateurs, pas un obstacle. La poche de Medak est un saillant de territoire serbe en terre croate. Quelques 1500 civils serbes y vivent dans des villages nichés entre rochers et forêts. Pour l'état-major croate, cette poche elle est à la fois un problème et une aubaine. L'occasion de purifier cette terre et de montrer que les Serbes de Croatie ne peuvent compter sur l'ONU. Le 9 septembre 1993, les forces croates passent à l'attaque. Pendant 6 jours, elles progressent, tuent, incendient, anéantissent. Pendant ce temps, dans leurs bureaux lointains, les responsables de l'ONU tergiversent. Les villages meurent. Ce 15 septembre, un cessez-le-feu a été conclu. Les Croates doivent se retirer. Les casques bleus doivent pénétrer dans la poche et créer une zone tampon. La mission revient aux Canadiens, s'interposer entre les Croates et les villages dévastés. Calvin comprend ce que cela implique. Ces soldats vont marcher dans un territoire fraîchement conquis, purgé de toute présence serbe depuis 6 jours, que les Croates n'entendent pas rendre. Et voilà qu'un capitaine croate rit dans la radio et lui ordonne de faire demi-tour. Ceci est le récit de ce qui se produisit lorsque des soldats de la paix refusèrent de se comporter en simples gardiens de la paix. Le récit du plus important engagement de feu que l'armée canadienne ait connu depuis la guerre de Corée. Une bataille de 15 heures que le gouvernement canadien dissimulera pendant près de 10 ans. C'est aussi l'histoire de ce que les soldats croates dirent après coup, lorsqu'ils comprirent enfin leur erreur. On pensait avoir affaire à des casques bleus, admettra plus tard un officier croate devant un journaliste. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils ripostent. Ils se trompaient. Dans les heures d'Izmir qui suivront, les Canadiens prouveront que le casque bleu peut signifier bien davantage que la simple observation. Ils combattront avec des missiles et des mitrailleuses. Ils progresseront sous le feu et tiendront leur position toute la nuit. Ils découvriront dans ces villages en flammes des horreurs qui les hanteront à jamais. Mais d'abord, ils devront faire un choix. Se mettre en retrait et laisser le massacre se poursuivre ou riposter contre une force 3 fois supérieure en nombre. Le capitaine croate attendait que les Canadiens fassent demi-tour. Ils ne firent pas demi-tour.
Le Princess Patricia's Canadian Light Infantry est l'un des régiments les plus illustres du Canada. Hamilton Gould le fonda en 1914, le finançant de sa poche et le nommant d'après la princesse Patricia de Connaught. Ces soldats s'étaient battus partout. En 1915, à Friesenberg, les Patricias tinrent leurs tranchées alors que tout s'effondrait autour d'eux. En Italie, Birometran, ils remontèrent la botte montagne après montagne. En Corée, 700 d'entre eux affrontèrent 5000 Chinois à Kapyong, appelant l'artillerie sur leur propre position quand l'ennemi approchait trop. Les Américains leur décernèrent la Presidential Unit Citation, distinction accordée à un seul autre régiment canadien. Ceux qui rejoignaient les Patricias connaissaient cette histoire dès le premier jour. En 1993, le 2e bataillon, le 2PPCLI, était stationné à Winnipeg. Arrivés en Croatie en avril, ils surveillaient la région de Lika. Leur commandant, Jim Calvin, avait 44 ans et toute une vie dans l'armée, Chypre, Allemagne et ailleurs. On le décrivait comme un homme d'un calme imperturbable. Ses soldats disaient qu'il ne demandait rien qu'il ne fût prêt à faire lui-même. Il planifiait avec soin, décidait vite, ne bluffait jamais. Ce qui distinguait le 2PPCLI, c'était son entraînement. Contrairement à d'autres contingents, les Canadiens étaient arrivés prêts au combat. Le major d'Andrew résuma leur philosophie. On s'entraînait à la guerre, puis on adaptait au contexte. Si la situation dégénère, il faut pouvoir se battre. Le bataillon disposait de blindés avec mitrailleuses lourdes, de missiles anti-chars portant à 2 km, de mortiers, de sapeurs. Ce n'était pas une unité humanitaire, c'était de l'infanterie légère prête au feu. Les règles de l'ONU n'autorisaient le tir qu'en légitime défense, y compris pour protéger les personnes sous mandat onusien. La plupart des contingents interprétaient cela prudemment. Face à une menace, ils reculaient. Les Canadiens lurent autrement. Calvin et ses officiers s'arrêtèrent sur personnes sous protection de l'ONU. Les civils serbes des zones protégées étaient sous leur garde. Toute agression contre eux constituait une attaque contre la mission. Lecture d'audacieuse, dans cette guerre la seule juste. L'adjudant-chef McCarthy résuma « On n'était pas là pour regarder des massacres. Sinon, ils n'avaient qu'à envoyer des caméras. » À la fin de l'été, la situation s'aggravait. Les Croates se massaient le long de la ligne. Les renseignements annonçaient une attaque. Les Canadiens surveillaient depuis leur poste d'observation. Les civils serbes les regardaient avec un espoir prudent. La présence canadienne était leur seul rempart. Dans les villages de Divoselo, Chitluk et Pocitelj, la vie continuait, nerveuse. Des vieillards scrutaient les collines. Des femmes étendèrent le linge au soleil de septembre. Des enfants marchèrent vers l'école en passant devant les postes canadiens. Certains avaient appris à saluer les soldats. Ce n'étaient pas des gens riches. Maisons de pierre, aux toits de tuiles, petites parcelles sur sol caillouteux, familles enracinées depuis des générations. Ils entendaient parfois l'artillerie la nuit, voyaient les Croates se masser, mais croyaient en la protection de l'ONU. L'état-major croate étudiait la poche depuis des mois. Le plan était rapide, écrasant, minuté. Attaque simultanée de plusieurs directions, destruction de chaque village, purification de la population. Le tout achevé avant que l'ONU puisse réagir en comptant sur elle pour faire ce qu'elle fait toujours, rien. La 9e brigade de la garde, les Loups, mènerait l'assaut, épaulée par la police spéciale réputée pour sa cruauté. Date fixée, ordre transmis. Les Loups se préparèrent. Ils avaient tout prévu, tout sauf une éventualité que les casques bleus se battent. Le 9 septembre à 6 heures du matin, l'artillerie croate ouvre le feu sur les positions serbes dans toute la poche de Medak. Le bombardement est d'une violence inouïe. Des centaines d'obus s'abattent sur les postes de défense, les centres de commandement et les zones civiles. Le sol tremble à chaque impact. Les postes d'observation canadiens signalent l'attaque sans délai. Le soldat Jason Bailey observe depuis l'un de ses postes. Il contemple incrédule l'infanterie croate qui avance à couvert de l'artillerie. C'était comme un film d'instruction sur la guerre conventionnelle, dira-t-il plus tard. Feu et mouvement, exactement comme on nous l'enseigne à l'école de combat. Sauf que ce n'était pas un exercice. Les obus étaient les réels. Les balles étaient réelles. Les gens mouraient, pour de vrai. En quelques heures, l'ampleur de l'offensive est évidente. Une opération militaire visant la totalité de la poche. Les Serbes tentent de résister.
Des milices se retranchent se vantent derrière des murets à l'orée des bois, vétérans mêlés à des paysans armés depuis quelques semaines. Armes vétustes, munitions comptées, aucun appui aérien. Ils n'ont aucune chance, mais se battent quand même. Ici, un carrefour tenu 3 heures. Là, une mitrailleuse qui tire jusqu'à ce qu'on la contourne et l'anéantisse. Ces résistances ne changent rien à l'issue. 1 contre 5 face à l'artillerie et aux blindés. Mais elles donnent à certains civils le temps de fuir dans les forêts. Les vieux incapables de courir se terrent dans des caves. Certains survivront. Beaucoup non. Calvin transmet la situation immédiatement. Zagreb, New York. La réponse suit le schéma habituel. Vive préoccupation, demande de cesser le feu, appel à la retenue, réunion. Pendant ce temps, les Croates détruisent Glin tout. Le 10 septembre, Divoselo, Čitluk et Počitelj sont tombés. La police spéciale entame ses opérations de ratissage. Euphémisme pour meurtre, violence, destruction. Les Canadiens voient en la fumée, entendent les tirs longtemps après la fin de toute résistance. Ils savent ce que cela signifie. Le 13 septembre, la Croatie accepte un cessez-le-feu pour le 15 à midi. Les Croates doivent maintenant se retirer. Les Canadiens doivent s'interposer. Calvin mesure ce que cela implique. Marcher dans un territoire nettoyé pendant 6 jours que les Croates ne veulent pas rendre. L'aube du 15 septembre est froide et grise sur les plateaux de Lika. À 10 heures, la compagnie Charlie avance vers le premier poste croate. Les soldats savent que le cessez-le-feu devrait être en vigueur. Les tirs continuent pourtant. On voyait la fumée, se souviendra le caporal Fawcett. Noire des bâtiments, blanche des bombes incendiaires. Il brûlait encore les villages alors qu'on approchait. Au premier checkpoint, les Croates les laissent passer. Plus loin, la résistance se durcit. À midi et quart, une position croate bloque la route principale. Le commandant refuse le passage. Bras de fer. Par l'intermédiaire d'un interprète, le commandant croate transmet son message au colonel Calvin. Vous allez faire demi-tour. Vous allez vous replier. C'est une opération militaire croate. Vous n'avez aucune autorité ici. La réponse de Calvin est posée mais limpide. Nous avons mandat des Nations Unies pour pénétrer dans cette zone. Nous allons passer. Vous pouvez soit vous écarter, soit nous vous écarterons. Le commandant croate éclate de rire. Il a déjà vu ce numéro. Les casques bleus finissent toujours par reculer. À 12h30, les forces croates ouvrent le feu sur les positions canadiennes. Les premiers tirs sont des coups de semonce. Des rafales automatiques passent au-dessus des têtes des soldats canadiens. C'est la méthode classique d'intimidation dans les Balkans. Le but est de les faire fuir. Les Canadiens ne fuient pas. On s'est mis à couvert et on a signalé le contact, se souvient le sergent Rod Deering. Ensuite, on a attendu les ordres. Et l'ordre est tombé, riposté. Ce qui suivit allait devenir le plus important engagement de feu des forces canadiennes depuis la guerre de Corée. L'escalade était rapide. Les mitrailleuses Karailes croates arrosent les blindés canadiens. Les balles ricochent sur le métal. Les Canadiens orientent leur calibre 50 et ouvrent le feu. Vacarme assourdissant. Les Croates tentent un débordement par la forêt. L'infanterie canadienne saute des véhicules et installe des lignes de défense. Les mortiers s'échangent. Les équipes anti-chars déploient leurs missiles, dévastateurs contre bunkers et fortifications. Les Croates n'ont rien d'équivalent. Pendant 15 heures, les deux forces s'affrontent. Les Canadiens, en infériorité de 3 contre 1, attaquent des positions préparées sur un terrain que l'ennemi connaît. Mais la balance penche en leur faveur. Infanterie professionnelle face à un mélange de réguliers et d'irréguliers, commandement clair contre ordre dispersé. Et surtout, un atout imprévu, la volonté de se battre. Les Croates attendaient qu'ils plient. Quand ils ne plient pas, tout bascule. La nuit tombe sur ce 15 septembre et la bataille ne faiblit pas. Les Canadiens ont progressé de plusieurs kilomètres à l'intérieur de la poche, mais la résistance croate demeure acharnée. Les sons de cette nuit-là hanteront à jamais les hommes qui étaient présents. Le claquement sec des tirs de snipers venus de toutes les directions. Le martèlement sourd des mitrailleuses, le souffle et l'explosion des roquettes, les cris des blessés des deux camps, le crépitement des bâtiments en flammes dans les villages droit devant. La température chute au fil des heures. Les soldats grelottent à leur poste, mais personne n'ose bouger. Le moindre mouvement attire le feu. L'obscurité est totale.
seulement percés par les brefs éclairs des armes qui crachent et la lueur orangée des incendies lointains. De temps à autre, une fusée éclairante dessine un arc dans le ciel, baignant tout d'une lumière blême pendant quelques secondes avant que les ténèbres ne retombent. Le soldat Tom Oychuk a 19 ans. Il passe 6 heures derrière un tronc d'arbre abattu, scrutant la lisière des bois. Chaque fois qu'une silhouette apparaît, il doit décider en une fraction de seconde s'il tire ou non. Une mauvaise décision signifie tuer un camarade. La bonne peut lui sauver la vie. Il fait ce choix encore et encore, toute la nuit. L'adjudant Matt Stopford décrira plus tard l'étrangeté de ce combat. On se serait cru dans la Seconde Guerre mondiale. Des lueurs de tir partout, des traçantes qui se croisaient dans le noir. On entendait les balles claquer à côté de nos oreilles, et pendant tout ce temps, on se disait « On est des casques bleus, on est censé observer. » Mais voilà, on était en plein combat. Le caporal Chris Byrne se souviendra davantage de l'épuisement que de la peur. Après 10 heures de combat, ses bras étaient endoloris à force de tenir son fusil. Ses oreilles bourdonnaient si fort qu'il entendait à peine les ordres. Sa bouche était sèche, ses yeux brûlaient. Mais chaque fois qu'il songeait à se reposer, une nouvelle rafale le ramenait brutalement à la réalité. À l'aube du 16 septembre, les Canadiens ont établi une ligne solide à travers la poche. Les forces croates ont subi des pertes significatives. Elles ne tentent plus d'avancer. La question est maintenant de savoir si elles se retireront conformément à l'accord de cessez-le-feu. À 6 heures du matin, le colonel Calvin fait face à une décision cruciale. Le quartier général de l'ONU exige que la situation se calme. D'autres officiers préconisent la négociation. Les commandants croates invoquent des prétextes pour gagner du temps. Calvin voit les choses autrement. Ses soldats se sont battus et ont versé leur sang pour ce terrain. Ils l'ont fait pour protéger des civils qui pourraient encore être en vie dans la poche. Chaque heure de retard est une heure de plus pour les Croates pour dissimuler leurs crimes. Sa décision est prise. L'avance se poursuivra. À 8 heures, les forces canadiennes reprennent leur progression. Cette fois, leur attitude a changé. Leur posture est passée du maintien de la paix au combat. Le moment décisif survient à une position croate qui bloque la route de Divozelo. Les soldats croates ont érigé un barrage défendu par des mitrailleuses et un véhicule blindé léger. Le colonel Calvin se porte personnellement en avant pour négocier. Le commandant croate réitère ses exigences. Les Canadiens doivent se replier. La réponse de Calvin deviendra légendaire au sein de l'armée canadienne. « Je fais avancer mes hommes. Soit vous dégagez le passage, soit je détruis votre position. Vous avez 5 minutes pour décider. » Derrière lui, les véhicules lance-missiles canadiens se sont mis en position de tir. Leurs armes sont verrouillées sur le blindé croate. Les mitrailleurs ont les positions croates dans leurs viseurs. Les servants de mortier sont prêts, munitions chargées. Le commandant croate proteste. Il brandit des menaces. « 4 minutes, dit Calvin. À 4 minutes 30, le commandant croate ordonne à ses hommes de se retirer. La nouvelle se propage à travers les unités croates. Les Canadiens ne se laisseront pas intimider. Position après position, les Croates reculent. À midi, les forces canadiennes tiennent les routes principales de la poche de Medak. Mais ce qu'ils découvrent en progressant va les marquer à vie. Le premier village où pénètrent les Canadiens est Divoselo, ou plutôt ce qu'il en reste. Le caporal Scott Leblanc fait partie des premiers soldats à fouler ces ruines. Des années après, il peinera encore à décrire ce qu'il a vu. Il ne restait aucun bâtiment debout. Chaque maison avait été incendiée, pas endommagée, réduite en cendres. L'odeur vous frappait d'abord, la fumée et autre chose, quelque chose d'organique. Il fallait un instant pour comprendre. Des corps. Les Canadiens trouvent des cadavres dans les décombres, dans les rues, au fond des puits. Beaucoup sont des personnes âgées, trop vieilles ou trop attachées à leur terre pour fuir quand l'attaque a frappé. Certains portent des signes manifestes d'exécution. Les mains liées dans le dos, une balle dans la tête. Les Croates n'avaient pas seulement conquis ce territoire, ils en avaient effacé toute trace de présence serbe. À mesure que les soldats canadiens se déploient dans la poche, ils documentent méthodiquement chaque découverte. 18 villages entièrement détruits. Pas un seul bâtiment encore debout. Tout le bétail abattu, vaches, moutons, cochons, volailles gisent là où les balles les ont fauchés. Les Croates ne les ont pas emmenés. Ils les ont simplement massacrés et laissés pourrir. Les puits ont été empoisonnés ou comblés de débris et de cadavres. Des tombes fraîches parsèment le paysage, creusées à la hâte et mal dissimulées.
Des effets personnels sont éparpillés dans les cendres, photographies de famille, jouets d'enfants, objets religieux chéris depuis des générations. Un soldat trouve une chaussure d'enfant dans les gravats d'une maison calcinée. Une seule chaussure, assez petite pour tenir dans sa paume. Il cherche l'autre chaussure. Il cherche l'enfant. Il ne trouve ni l'un ni l'autre. Il gardera cette chaussure dans sa poche jusqu'à la fin de sa mission. Il la possède encore aujourd'hui. Un autre soldat découvre un appentis en pierre derrière une ferme détruite. Les murs sont noircis mais intacts. À l'intérieur, un couple de personnes âgées. Ils s'étaient barricadés là au début de l'attaque. Ils avaient survécu 6 jours sans nourriture ni eau, buvant la condensation sur les murs de pierre. Quand le Canadien force la porte, la vieille femme se met à hurler. Elle croit qu'il est croate. Elle croit qu'elle va mourir. Il faudra 20 minutes pour la convaincre qu'elle est en sécurité. La destruction est totale et délibérée. Les Croates n'avaient pas simplement gagné une bataille. Ils avaient fait en sorte que personne ne puisse jamais revivre ici. Le caporal-chef Kyle Brown est sapeur de combat. Il comprend les bâtiments et leur structure. Ce qu'il voit le bouleverse. Ils n'avaient pas juste brûlé les maisons. Ils avaient utilisé des bombes incendiaires spéciales pour détruire les fondations. Les murs de pierre étaient fissurés par la chaleur. Les puits de quai s'étaient effondrés. Il faudrait des années pour rendre un seul de ces villages à nouveau habitables. C'était exactement le but. Lors des premières recherches, les Canadiens confirment la présence d'au moins 40 corps de civils dans la poche. Le nombre réel de victimes au cours des 6 jours d'opération croate est presque certainement bien plus élevé. Certaines estimations avancent 80 morts. D'autres dépassent les 200. Mais les forces croates ont eu 6 jours pour effacer les preuves avant l'arrivée des Canadiens. De nombreux corps ne seront jamais retrouvés. Les infirmiers et militaires canadiens font ce qu'ils peuvent pour les survivants qu'ils découvrent cachés dans les bois. Ce sont des gens qui avaient réussi à fuir avant que les forces croates n'atteignent leur village. Essentiellement des femmes, des enfants et des personnes âgées séparées de leurs proches dans le chaos. Leurs récits pamphéliés sont effroyables. Ils décrivent comment les soldats croates avaient aligné les hommes et les garçons pour les abattre, comment des femmes avaient été emmenées par les soldats, comment des maisons avaient été incendiées avec des gens encore piégés à l'intérieur, comment les hurlements avaient duré des heures. Le sergent Thomas Federley parlera plus tard du moment où tout est devenu réel pour lui. « J'étais un soldat de métier, je m'étais entraîné au combat, mais ceci n'était pas du combat. C'était de l'extermination. Ils avaient aussi tué les animaux, abattu les chiens et les chats, tué tout ce qui vivait parce qu'ils voulaient que rien ne subsiste, rien qui puisse ramener ces gens. » Dans les jours qui suivent le mort à la bataille, les forces canadiennes prennent fermement le contrôle de la poche de Medak. Les patrouilles tournent sans relâche, jour et nuit. Toute tentative croate de pénétrer dans la zone se heurte à une réponse immédiate. Les Canadiens sont passés du statut de casque bleu à celui de protecteur. Tout le monde dans la région le sait. Les commandants militaires croates déposent des plaintes officielles auprès du quartier général de l'ONU. Ils accusent les Canadiens de comportements agressifs. Ils affirment que les Canadiens ont outrepassé leur mandat. Ils prétendent que les Canadiens se sont ingérés dans les affaires intérieures de la Croatie. Ces plaintes restent largement sans suite. Les commandants onusiens sur le terrain savent parfaitement ce qui s'est passé. Ils savent ce que les Croates faisaient avant que les Canadiens ne les arrêtent. Les chiffres officiels des pertes racontent une partie de l'histoire. 4 soldats canadiens blessés, aucun tué, plusieurs véhicules endommagés par les tirs, quelques soldats soignés pour des blessures légères, coupures et dommages auditifs causés par les explosions. Les forces croates ont perdu entre 27 et 30 soldats tués. Un nombre inconnu de blessés. Leurs hôpitaux militaires ont reçu de nombreux blessés dans les jours suivant la bataille. 4 de leurs véhicules blindés ont été détruits ou gravement endommagés. Plusieurs positions fortifiées ont été pulvérisées. Mais les chiffres civils racontent la véritable histoire de la poche de Medak. Au moins 40 morts confirmés. Le nombre réel probablement situé entre 80 et 200. Des centaines d'autres chassés de chez eux pour toujours. 18 villages rayés de la carte. Dans les semaines qui suivent la bataille, les soldats croates commencent à parler de ce qui s'est passé. Certains se confient à des reporters de guerre qui parviennent dans la zone. D'autres s'expriment par les canaux militaires. Un officier croate de la 9e brigade de la garde s'adresse à un journaliste européen sous couvert d'anonymat. «
On s'attendait à ce qu'ils réagissent comme les autres forces de l'ONU. Des protestations, des rapports, un repli vers leur camp. C'est ce que font toujours les casques bleus. Quand ils ont ouvert le feu avec leurs armes lourdes, on n'en revenait pas. On pensait avoir affaire à des casques bleus. La phrase devint la devise officieuse des vétérans canadiens de la poche de Médac, un rappel de la stupeur que leur résistance avait provoquée. Ils avaient été des soldats de la paix, mais quand cela comptait le plus, ils étaient devenus quelque chose de plus. À l'automne 1993, les soldats du 2 PPCLI terminent leur mission et rentrent au Canada. Aucune cérémonie ne les attend. Pas de défilé dans les rues. Aucune reconnaissance de ce qu'ils ont accompli. À la place, le silence. Le gouvernement canadien a décidé que la bataille de la poche de Médac n'existerait pas dans le discours public. Le colonel Calvin soumet des rapports détaillés sur les combats. Ces rapports remontent la chaîne de commandement et disparaissent dans des dossiers classifiés. On ordonne aux soldats d'oublier. On est rentré et c'était comme si on revenait de vacances, se souvient le caporal Scott Leblanc. Nos familles ne savaient que rien, le public ne savait rien. On avait mené une bataille et personne ne s'en souciait. Les raisons de cette dissimulation étaient allées complexes, mais faciles à comprendre. Le Canada souhaitait préserver ses relations avec le gouvernement croate. La plupart des pays occidentaux partageaient cette position. Révéler au monde que les forces croates avaient perpétré un nettoyage ethnique aurait créé un embarras diplomatique. Révéler que des soldats canadiens s'étaient battus pour l'empêcher aurait été pire encore. Il y avait aussi l'image du Canada à protéger. Au début des années 1990, les Canadiens se percevaient comme un peuple pacifique. L'idée du maintien de la paix était au cœur de l'identité nationale. Que des soldats canadiens aient mené une bataille en bonne et due forme ne correspondait pas à ce récit. Il était plus commode de faire comme si rien ne s'était passé. Les responsables de l'ONU craignaient que la publicité autour de la bataille ne crée des problèmes supplémentaires. Ils redoutaient des représailles croates ou des dommages aux pourparlers de paix. L'objectif était la stabilité, pas la justice. Le gouvernement libéral arrivé au pouvoir en octobre 1993 avait d'autres priorités. Il se concentrait sur les problèmes économiques et l'unité nationale. Une affaire militaire compliquée dans les Balkans était bien la dernière chose dont il voulait parler. Le silence perdura. Mais malgré cette conspiration du silence, la bataille de la poche de Médac eut des répercussions concrètes sur le terrain. Les forces croates devinrent nettement plus prudentes aux abords des positions canadiennes. Le message avait été reçu, fort et clair. Ces casques bleus ripostaient. Parmi toutes les factions combattantes de la région, le bruit courut que les forces de l'ONU pouvaient se révéler dangereuses dans certaines circonstances. Cela créa un véritable effet dissuasif, quoique limité. Les planificateurs militaires croates tirèrent les leçons du conflit, tirèrent les leçons de Médac. Quand ils préparèrent de futures opérations contre les territoires des Serbes, ils prirent soin de considérer l'emplacement des forces onusiennes. L'opération Tempête de 1995, qui reconquéra la majeure partie des terres serbes, fut conçue en tenant compte des positions de l'ONU. La poche de Médac survint à la même époque que d'autres désastres célèbres du maintien de la paix. Un mois à peine après Médac, les forces américaines en Somalie livrèrent la bataille de Mogadiscio. 18 soldats américains périrent. L'image du corps d'un Américain traîné dans les rues bouleversa le monde entier. Les États-Unis quittèrent la Somalie peu après. Moins d'un an après Médac, le génocide débuta au Rwanda. Les casques bleus sur place assistèrent impuissants au massacre de centaines de milliers de personnes. Le général canadien Roméo Dallaire commandait la mission onusienne. Il supplia qu'on l'autorise à recourir à la force pour stopper les tueries. Ces demandes furent refusées. 800 000 personnes moururent en 100 jours. En 1995, les casques bleus néerlandais stationnés à Srebrenica firent face aux forces serbes. Ils abandonnèrent pour leur position sans combattre. Les soldats serbes massacrèrent alors environ 8000 hommes et garçons. Ce fut le pire carnage en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les Canadiens, à Médac, avaient montré une autre voie. Ils avaient prouvé que des casques bleus pouvaient réellement maintenir la paix lorsqu'ils étaient disposés à employer la force. Mais parce que leur histoire fut étouffée, la leçon ne fut jamais tirée. Et si le monde avait appris l'existence de la poche de Médac en 1993, les règles d'engagement des casques bleus auraient-elles été modifiées ?
Les commandants au Rwanda auraient-ils su qu'il était possible de riposter ? Srebrenica aurait-elle pu être évitée si les Néerlandais avaient entendu parler de ces Canadiens qui avaient tenu bon ? Ces questions n'ont pas de réponse certaine, mais l'enchaînement des échecs du maintien de la paix après Médac est éloquent. À chaque fois, les forces de l'ONU choisirent de ne pas combattre face à des criminels commettant des atrocités. Les soldats canadiens à Médac avaient prouvé qu'il était possible d'agir autrement. Leur propre gouvernement s'assura que personne ne le saurait. Un policier spécial croate fut interviewé après la fin de la guerre. Il se souvenait du choc de ce jour-là. Les Canadiens étaient soit différents. Ils n'avaient pas peur. Quand on essayait de les intimider, ils avançaient. Quand on leur tirait dessus, ils ripostaient le plus fort. Ils avaient des missiles capables de détruire nos véhicules à 2 kilomètres. Nous n'avions rien qui puisse les atteindre. Un autre officier croate résuma la chose plus simplement. On pensait que c'était des casques bleus. On ne pensait pas qu'ils se battraient réellement. Ils pensaient mal, et pendant près de 10 ans, cette vérité resterait ensevelie. Les soldats qui avaient prouvé que des casques bleus pouvaient faire la différence furent priés de considérer que leurs actes n'avaient aucune importance. Le monde, qui avait besoin d'apprendre d'eux, fut maintenu dans l'ignorance. Le prix de ce silence se mesurera en vies humaines, des milliers et des milliers de vies. Jim Calvin prit sa retraite des forces armées canadiennes en 2001 au terme d'une longue et brillante carrière. Il ne chercha jamais à attirer l'attention sur ce qui s'était passé à Médac, mais il ne laissa jamais ses soldats oublier que leurs actes avaient été comptés. Dans un rare entretien accordé des années plus tard, il évoqua la décision de combattre. Nous avions le choix, rester en retrait et les laisser finir ce qu'ils avaient commencé ou intervenir. Mes soldats savaient ce qui se passait. Ils voyaient la fumée, ils entendaient sentir les tirs. Leur demander de ne rien faire revenait à leur demander de se rendre complices. Je n'étais pas prêt à accepter cela. Calvin ne reçut aucune médaille pour son commandement, à Médac. Sa carrière n'en bénéficia pas. Mais parmi les hommes qui avaient servi sous ses ordres, il jouissait d'un profond respect. Il commandait depuis la ligne de front, se souvient le sergent-major McCarthy. Quand les tirs ont commencé, il était là, avec nous. Il a pris la décision et il l'a assumée. Matt Stopford était adjudant de peloton lors des combats de Médac. Sa position essuya un feu nourri pendant plus de 6 heures durant le combat nocturne. Il maintint la cohésion de ses hommes. Il dirigea un feu efficace. Il refusa de décrocher. De retour au Canada, Stopford fut tourmenté par ce qu'il avait vu. Les images ne le quittaient plus. Civils morts, animaux massacrés, villages réduits en cendres et en gravats. À ça, on ne s'entraîne pas, dira-t-il des années après. On s'entraîne à combattre des soldats. On ne s'entraîne pas à traverser un village et à trouver des grands-mères tuées d'une balle dans la tête. On ne s'entraîne pas à voir des bébés au fond des puits. Stopford finit par recevoir un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Il n'était pas le seul. Des dizaines de vétérans de Médac souffrirent de troubles similaires. Cauchemars, flashbacks, insomnie, difficultés à renouer avec leurs proches. Le gouvernement canadien avait nié l'existence de la bataille. Il fut donc lent à reconnaître que ces vétérans avaient besoin d'aide. Beaucoup souffrirent en silence pendant des années avant qu'on ne leur propose un accompagnement. Jason Bailey n'avait que 19 ans à la poche de Médac. L'un des plus jeunes soldats du bataillon. Il avait rejoint l'armée en sortant du lycée, en quête d'aventure et de sens. Il trouva tout autre chose. J'y allais en croyant savoir ce qu'était la guerre. Les films, les jeux vidéo, tout ça, et puis j'ai vu ce que les hommes sont capables de faire quand personne ne les arrête. Ça a tout changé. Bailey termina son service et retourna à la vie civile. Pendant des années, il sombra dans l'alcool et enchaîna les ruptures. Des schémas classiques chez les personnes ayant vécu un traumatisme. Avec le temps, grâce au soutien d'autres vétérans qui comprenaient, il parvint à se reconstruire. En 2002, quand le gouvernement canadien reconnut enfin ce qui s'était passé à Médac, Bailey assista à la cérémonie. « J'ai pleuré », avoua-t-il. 9 ans à s'entendre dire que ça n'avait pas eu lieu, que ça ne comptait pas. Et puis enfin quelqu'un s'est levé et a dit « Vous avez fait quelque chose de réel, vous avez fait quelque chose de bien ». Parmi les civils serbes qui survécurent à l'opération de la poche de Médac, les sentiments envers les Canadiens étaient les partagés. Beaucoup leur étaient reconnaissants d'avoir mis fin aux tueries. D'autres éprouvaient de l'amertume face à l'inaction de la communauté internationale dans les premiers jours. Le monde avait regardé pendant 6 jours leur village brûlé. Mirjana Shahic
avait 12 ans lorsque les forces croates attaquèrent son village. Son père la poussa dans le cellier sous leur ferme et lui dit de rester silencieuse quoi qu'elle entende. Puis il referma la porte. Elle ne le revit jamais. Elle survécut en se cachant dans ce cellier tandis que sa maison brûlait au-dessus d'elle. La chaleur était insoutenable. Des braises tombaient par les fissures du plancher. La fumée emplissait ses poumons jusqu'à ce qu'elle ne puisse presque plus respirer. Elle pressa son visage contre le sol en terre, là où l'air était plus respirable. Elle entendait des gens hurler dehors. Elle entendait des coups de feu, elle entendit la voix de sa mère une fois appeler son nom. Puis le silence. Pendant 2 jours, Mirjana resta dans ce cellier, sans nourriture, sans eau, sans savoir si quiconque vivait encore dans le monde au-dessus d'elle. Des soldats canadiens la trouvèrent sac le 17 septembre. Un caporal nommé Mark Fagan entendit quelque chose au passage de sa patrouille devant la ferme calcinée. Il crut que c'était un animal. Il faillit continuer son chemin. Mais quelque chose le retint. Il dégagea les décombres et trouva la porte du cellier B. Quand il l'ouvrit et vit Mirjana, il se mit à pleurer. Ce grand soldat armé, coiffé d'un casque bleu, les larmes traçant des sillons dans la poussière de son visage. « Je n'oublierai jamais son regard », dira Mirjana des années plus tard. Il m'a regardé comme si j'étais sa propre fille. Au milieu de toute cette horreur, il y avait encore quelqu'un capable de pleurer. Les Canadiens lui donnèrent de l'eau. Ils l'enveloppèrent dans une couverture. Ils la portèrent jusqu'à un poste médical. Une infirmière militaire resta à ses côtés toute la nuit, lui tenant la main tandis qu'elle tremblait. Mirjana finit par s'installer au Canada. Elle obtint la citoyenneté canadienne en 2005. Elle vit aujourd'hui à Calgary. Elle est infirmière. Chaque mois de septembre, elle allume un cierge pour ses parents et pour le village qui n'existe plus. « Je voulais faire partie du pays qui avait envoyé ces hommes », a-t-elle dit. Ceux qui n'ont pas seulement regardé, ceux qui ont pleuré. Pour les vétérans croates de l'opération de Medak, la bataille reste un souvenir embarrassant. Le gouvernement croate n'a jamais officiellement reconnu le nettoyage ethnique perpétré lors de l'attaque. Les récits officiels croates présentent l'opération comme une action militaire légitime contre des positions terroristes serbes. Les villages détruits ne sont pas mentionnés. Les civils morts ne sont pas comptés. Mais certains soldats croates se sont exprimés en privé. Ils se souviennent du choc de la résistance canadienne. Un lieutenant croate accepta de témoigner pour un film documentaire, à condition que son identité ne soit pas révélée. Uni ela aka, quand on nous avait assuré que les forces de l'ONU ne s'interposeraient pas, qu'elles ne le faisaient jamais. Quand les Canadiens ont ouvert le feu, on a cru à une erreur. Quand ils ont continué, avec des missiles et des mitrailleuses, on a compris qu'on s'était trompé. Ces gens n'étaient pas comme les autres casques bleus. C'étaient mais de vrais soldats. Son ton trahissait une forme de respect. À la guerre, il existe parfois un honneur étrange entre adversaires. Ceux qui se sont affrontés au combat se comprennent souvent mieux que ceux qui n'ont jamais combattu. Les Croates s'attendaient à des cibles faciles. Ils trouvèrent des guerriers. Cette surprise, ce moment où leurs certitudes s'effondrèrent, les marqua durablement. « On croyait avoir affaire à des casques bleus », répéta le lieutenant en secouant la tête. On était vraiment convaincus qu'ils nous laisseraient finir. Pendant 9 ans, la bataille de la poche de Medak n'exista pas officiellement. Les soldats qui l'avaient mal livrée entrèrent chez eux, fondèrent des pesners des familles et portèrent ainsi leurs souvenirs dans le silence. Il leur était interdit de parler de ce qu'ils avaient fait. Le gouvernement faisait comme si rien ne s'était passé. Puis, en 2002, tout changea. Des journalistes et des vétérans percèrent enfin le mur du silence. Une journaliste nommée Carol Hoff de la CBC enquêta sur l'affaire et la porta à la connaissance du public. Son livre « The Ghosts of Medak Pocket » devint une œuvre marquante de l'histoire militaire canadienne. Les gens apprirent enfin la vérité. Sous la pression croissante, le gouvernement canadien reconnut les faits. Le 2 décembre 2002, une cérémonie eut lieu à Ottawa. 19 soldats du 2 PPCLI reçurent des médailles pour leurs actions à Medak. C'était la première reconnaissance officielle, 9 ans après la bataille. La gouverneure générale Adrienne Clarkson présida la cérémonie. Ses paroles capturèrent la portée de ce moment. Ces soldats ont fait ce que les soldats sont censés faire. Ils se sont dressés face au mal et n'ont pas scié. Pendant trop longtemps, leur pays leur a demandé de faire comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, nous corrigeons cette injustice. Le lieutenant-colonel Jim Calvin reçut la croix du service méritoire.
Le major d'Andrew et l'adjudant Matt Stopford reçurent la médaille du service méritoire. L'ensemble du bataillon reçut la citation d'unité du commandant en chef pour performance exceptionnelle dans des conditions extrêmement dangereuses. Cette distinction collective revêtait une signification particulière. Elle est décernée aux unités qui accomplissent des actes remarquables de la plus haute qualité dans des circonstances à très haut risque. Le 2 PPCLI ne fut que la deuxième unité de l'histoire canadienne à recevoir cet honneur. L'expérience de Medak contribua à transformer la conception canadienne des missions de maintien de la paix. Les responsables militaires en tirèrent plusieurs leçons capitales. Les règles d'engagement doivent permettre une réaction rapide quand des innocents sont en danger. Les casques bleus doivent être entraînés et équipés pour le combat réel, pas uniquement pour l'observation. La menace de la force peut être aussi importante que son emploi effectif. Documenter les crimes de guerre est un devoir militaire, pas seulement juridique. Ces enseignements seront appliqués lors de missions canadiennes ultérieures, notamment en Afghanistan. Les forces canadiennes y démontreront à nouveau leur volonté de combattre quand les circonstances l'exigent. Les responsables du nettoyage ethnique de la poche de Medak ont pour la plupart échappé à la justice. Les tribunaux croates se sont montrés réticents à engager des poursuites. Les tribunaux internationaux se sont concentrés sur des crimes de plus grande ampleur commis ailleurs. Beaucoup d'officiers qui commandèrent l'opération poursuivirent des carrières florissantes dans la Croatie d'après-guerre. Des avancées furent néanmoins réalisées. En 2007, le général croate Mirko Norak et le général de division Rahim Ademi furent inculpés par le tribunal pénal international pour leur rôle dans l'opération. Norak fut reconnu coupable. Ademi fut acquitté. Pour les victimes de la poche de Medak et pour les soldats canadiens témoins des horreurs, la justice demeure inachevée. Les soldats du 2PPCLI qui combattirent à Medak ont aujourd'hui la cinquantaine ou la soixantaine. Certains restèrent dans l'armée et prirent leur retraite à des postes de responsabilité. D'autres retournèrent à la vie civile. Beaucoup luttèrent pendant des années contre les traumatismes et les troubles de stress. Certains n'y survécurent pas. La guerre les avait suivis chez eux et ne les lâcha jamais. Mais les survivants restent liés. Ils s'appellent dans les mauvais jours. Ils se retrouvent lors de réunions où nul n'a besoin d'expliquer pourquoi ils se réveillent à 3 heures du matin. Ils se comprennent d'une façon que leurs familles ne peuvent parfois pas saisir. Chaque septembre, des vétérans se rassemblent devant le mémorial du Princesse Patricia à Edmonton. La pierre est froide dans l'air du début d'automne. Les noms de leurs opérations sont gravés dans le granit. La poche de Medak y figure désormais, enfin reconnue. De vieux soldats arrivent en civil, leurs médailles épinglées à leur veste. Certains marchent avec une canne, d'autres sont poussés en fauteuil roulant. Mais ils viennent toujours. Ils se tiennent là, ensemble, et se souviennent des hommes qu'ils étaient il y a 30 ans. Ils se souviennent des villages, ils se souviennent des corps, ils se souviennent du choix qu'ils ont fait. Derrière eux, de jeunes soldats du bataillon actuel se tiennent au garde à vous. Ces jeunes hommes et femmes n'ont jamais connu la guerre froide, ni la Yougoslavie, ni un temps d'avant l'Afghanistan. Mais ils connaissent l'histoire maintenant. Les anciens y ont veillé. Le sergent-major Mike McCarthy, aujourd'hui retraité, prit la parole lors d'une cérémonie commémorative en 2019. Sa voix était stable, ses mots pesaient. Nous avons appris quelque chose à Medak que chaque soldat devrait savoir. Ce n'est pas l'uniforme qui détermine ce que vous ferez. Ce ne sont pas les règles qui déterminent ce que vous ferez. Quand le moment arrive, c'est vous qui déterminez ce que vous ferez. Nous avons choisi de nous battre. Nous avons choisi de protéger des gens incapables de se protéger eux-mêmes. Je suis fier de ce choix. Je le serai jusqu'à mon dernier souffle. Quand il termina, personne ne bougea. Le seul son était le vent dans les arbres du mémorial. La bataille de la poche de Medak soulève des questions qui dépassent de loin un seul combat dans un coin oublié d'une guerre oubliée. Quand un soldat de la paix doit-il devenir un combattant ? Quelles responsabilités ont les nations lorsque leurs soldats sont témoins de crimes atroces ? Quel était le prix du silence pour les soldats condamnés à se taire, comme pour le monde qui n'apprend jamais de leur exemple ? Les Canadiens à Medak firent un choix qui surprit tout le monde. On les avait envoyés observer. On leur avait dit de négocier. On s'attendait à ce qu'ils cèdent. Ils se battirent. Ils combattirent une force supérieure en nombre, sur un terrain inconnu, avec un soutien limité. Ils se battirent pour des gens qu'ils n'avaient mais jamais rencontrés, dont ils ne parlaient pas la langue, dont ils connaissaient à peine la culture.
Ils se battirent parce que c'était la seule chose juste à faire. Les soldats croates s'attendaient à les voir fuir. Ils tinrent bon, combattirent et l'emportèrent. Et pour ceux qu'ils sauvèrent, pour la mémoire de ceux qu'ils ne purent sauver, cela fit toute la différence. À Edmonton, en Alberta, une pierre commémorative se dresse là où les vétérans se réunissent chaque année. De vieux soldats en tenue civile se tiennent aux côtés de jeunes militaires en uniforme moderne. Les générations se regardent et reconnaissent quelque chose de familier. Le devoir, le sacrifice, la volonté d'accomplir ce qui est difficile quand les circonstances l'exigent. Après les cérémonies, les vétérans s'attardent souvent. Ils restent en petits groupes, parlant à voix basse. Parfois ils rinent, se remémorant ces traits d'humour noir qui les ont aidés à tenir. Parfois le silence s'installe face à des souvenirs que les mots ne peuvent contenir. Un vétéran, à qui l'on demandait pourquoi il revenait chaque année, donna une réponse qui parle pour tous. Parce que quelqu'un doit se souvenir. Ces villages n'existent plus. Les gens qui y vivaient ont disparu. Le monde les a oubliés. Mais nous étions là. Nous avons vu. Et tant que nous continuerons à revenir, tant que nous continuerons à raconter l'histoire, ils ne seront pas tout à fait effacés. Sur la pierre du mémorial, des mots simples sont gravés. Nous nous souviendrons d'eux. Pendant 9 ans, le Canada tenta d'oublier. Les soldats reçurent l'ordre de se taire. La bataille fut effacée des archives officielles. Le monde passa à d'autres guerres, d'autres tragédies, d'autres échecs. Mais la vérité ne reste pas enterrée indéfiniment. Et finalement, le monde se souvient. Les Canadiens, à Médac, ont montré ce que les casques bleus pouvaient être. Ils ont montré que le casque bleu n'est pas condamné à signifier l'impuissance face au massacre des innocents. Ils ont montré que lorsque des hommes de bien choisissent de se battre, le mal peut être arrêté. On croyait avoir affaire à des casques bleus. Ils étaient tellement plus que cela.